Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés sur notre chaîne YouTube. Merci. On est presque là. On est presque à notre premier accomplissement, si on veut, de 1000 abonnés sur YouTube. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez évidemment nous suivre sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes audio. On est sur Apple Podcasts, Spotify, on est sur Amazon. Et on a aussi un magasin que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube. Il y a plein de belles petites choses. On a des tasses de café parce qu'on sait que ceux qui aiment la politique aiment boire du café, donc une belle tasse. On a des tumblers, c'est des verres, c'est des verres avec une petite paille en stainless, c'est excellent. Et on a des nouveautés parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de staffers politiques puis de gens qui travaillent en relations gouvernementales puis en relations publiques et ils ont tous une chose en commun, Salim, ils aiment prendre des notes. Donc, on vous a fait des petits bouquins, des petits notepads avec le contour de l'Assemblée nationale du Québec et politiquement parlant parce que vous aimez la politique. Donc, on en a plusieurs couleurs, noir, rouge. Le rouge, il a l'air quand même très beau, là, et bleu. Donc, vous allez tout trouver ça sur le magasin. Allez sur la chaîne YouTube, vous allez voir notre magasin. Vous allez pouvoir voir toutes les petites choses qu'on a pour vous. Et c'est des bons prix, c'est de la bonne qualité. Et vous allez nous appuyer, vous allez nous aider et on apprécie ça énormément. C'est tout pour les plugs. Salim, comment ça va? Écoute, ça va bien. Écoute, on a eu 2 épisodes la semaine passée. Hein, on a eu notre épisode régulier, puis notre épisode avec Yuri Chassin. Ouais. J'ai reçu beaucoup de messages textes de gens que je connais, puis j'imagine aussi que il y a des personnes qui ont apprécié puisque j'en ai reçu autant. Ouais. Et puis, Yuri, s'il nous écoute, on le remercie évidemment pour cet épisode, un excellent épisode. Et ça a été apprécié, évidemment. Même en commission parlementaire, je te dirais. On va juste dire ça comme ça. Oui, je pense que oui, le passage de Yuri Chassin a été mentionné à un moment donné, effectivement. Alors, voilà. Comment tu vas, à part ça? Écoute, ça va bien. C'est l'automne. Ça va vite. C'est bien occupé. Puis, voilà, on essaye de faire rouler les choses, comme on dit. C'est excellent. Comme on dit, depuis le retour là, de l'été, les choses n'arrêtent pas de bouger. Et cette semaine, les choses, je dirais, se sont calmées un tout petit peu, mais il y a eu un sondage léger qui est sorti, qui est venu tout bousculer encore une fois. Puis c'est quand même spécial, donc on s'est dit, regarde, on va parler un peu de ce sondage léger-là, parce que ça affecte pas mal la dynamique, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Au niveau provincial, c'est plutôt au niveau du Parti libéral du Québec. Pour le reste, c'est pas mal la même chose. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. On va faire le tour un peu. Mais il y a certainement des statistiques qui, pour le Parti libéral du Québec, risquent de faire changer pas mal de choses. Est-ce qu'on commence au fédéral ou au provincial? Non, on va commencer par le provincial, mais déjà, ce qui est important peut-être de mentionner, c'est que tu te souviens qu'il y avait eu une petite baisse du PQ pendant l'été. On le sait, hein, c'est pas nouveau, c'est depuis très longtemps, ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça. L'été est toujours propice au gouvernement en place. C'est tout à fait normal. Mais on dirait que les choses sont revenues, entre guillemets, à la normale pour le PQ. Quand je dis à la normale, parce que je considère que quand tu trônes en haut des sondages pendant un an, ben, c'est une tendance qui s'impose. Puis là, on est revenu à peu près au même score qu'avant l'été. Donc, le PQ toujours devant. Peux-tu me donner les chiffres? Parce que là, je les ai plus en tête. Ouais, vas-y. Tiens, je te le donne. C'est ça. Bon, alors 32% pour le PQ qui a repris les 3 points qu'il avait perdus pendant l'été. La coalition Avenir Québec à 24, c'est égal au dernier sondage.
17 pour le Parti libéral du Québec qui a pris un point, 14 pour Québec solidaire qui en a perdu un, et 12 pour les conservateurs d'Éric Duhem qui a perdu aussi un point. Donc, écoute, bon, en tout cas, il n'y a pas de grosse surprise là, tu sais, je veux dire, c'est quand même la tendance qu'on voit depuis un certain temps. Mais tu as raison, George, de dire que ce qui a retenu le plus l'attention des médias cette semaine dans ce sondage-là, c'était pas tant le sondage national, puisqu'il n'y a pas de grosse surprise là-dedans. Il n'y a pas de gros changement non plus. Non, effectivement. Mais par contre, dans ce même sondage-là, la firme Léger, pour le compte du Journal de Montréal, a testé des noms. Ben, pas testé, mais en tout cas a fait un sondage sur la chefferie du Parti libéral du Québec. Puis là, par contre, George, on a eu quand même... en tout cas, ça a fait parler, ça a fait jaser. Ça fait jaser pas mal. Puis on l'a mentionné il y a quelques semaines maintenant. On n'a pas eu le temps de rentrer en détail. Éventuellement, on va le faire là, parce qu'il y a eu la démission de Pablo Rodriguez juste après la même semaine que les élections partielles que le Parti libéral a perdu. Alors, à la salle. Ouais, c'est ça. Juste pour remettre un petit peu en contexte. Pablo Rodriguez a démissionné, non pas de son poste de député, mais du caucus libéral et bien sûr de ses fonctions de ministre fédéral du gouvernement Trudeau et de son poste de lieutenant du Québec. Exact. Donc, il a démissionné de toutes ces fonctions-là. Il est sorti du caucus PLC. Il siège aujourd'hui comme indépendant. Exact. Donc, évidemment, il a attendu la fin des élections. Sinon, regarde, on va pas trop rentrer dans les détails, mais je pense que ça serait catastrophique si ton lieutenant du Québec, juste avant ton élection partielle, démissionne parce qu'il veut changer de gouvernement, puis il veut aller au provincial. Donc au moins, moi je pense que sa décision a été prise bien avant, puis on l'a déjà mentionné. Il a entendu la fin des élections partielles, puis cette même semaine-là, il a annoncé qu'il démissionnait du caucus. Donc là, on peut parler si tu veux de ça, mais juste pour revenir au sondage, ça fait quoi, 2 semaines maintenant? Ça fait 2 semaines qu'il a pris cette décision-là et on voit les chiffres dans le sondage de Léger lui donner une avance quand même importante en termes du meilleur chef du Parti libéral du Québec, tellement que s'il y aurait une élection demain avec Pablo Rodriguez comme chef du Parti libéral du Québec, mais on serait pas mal proche d'une course à 3 avec le Parti libéral du Québec en avance. Oui. Dans la marge d'erreur, il y aurait effectivement une course à 3. PLQ qui serait en avance. PQ et CAQ. Écoute, c'est intéressant parce que on peut le dire de manière assez... Enfin, en tout cas, c'est assez évident. On dirait qu'il y a une espèce de petit momentum, Pablo Rodriguez, qui est en train de s'installer. Ce momentum vient déjà des indiscrétions de l'été, hein, quand son nom avait commencé à circuler. Ça a circulé jusqu'à temps qu'effectivement, il décide de quitter ses fonctions, puis on l'a vu traverser le pont qui traverse la rivière des Outaouais, là, genre l'image que je retourne au Québec faire de la politique au Québec. Écoute, oui, il a une espèce de momentum parce que je pense qu'avoir été Pablo Rodriguez hier, j'aurais été très heureux parce que les sondages... le sondage lui était très favorable. On dit que 51% de la population est capable de le reconnaître, ce qui est quand même assez important. Même devant Denis Coderre, d'ailleurs, qui pourtant, Denis Coderre a quand même eu beaucoup de visibilité au Québec dans les 30 dernières années, 25 dernières années. Juste pour préciser, Pablo Rodriguez, dans le sondage de Léger, il y a... attends, je ne peux pas voir les couleurs. OK, ouais. Il y a un peu plus de 50% qui le connaissent, donc 49% qui ne le connaissent pas. Il y a
13% qui semblent avoir plutôt une mauvaise opinion de lui et 38% qui ont une bonne opinion de lui. C'est ça. Moi, je me concentrerai sur le fait qui le connaît, ouais. Non, mais c'est-à-dire 38% de bonne opinion. Là, tu sais, le 13%, c'est pas... C'est moins... Versus Denis Coderre que 18% ne le connaissent pas, donc c'est beaucoup plus de gens qui le connaissent, mais 52% ont une mauvaise opinion de lui et 30% ont une opinion plutôt bonne sur Denis Coderre. Oui. Bon, mais en tout cas, alors, il y a quand même une certaine notoriété, puis cette notoriété, visiblement, elle lui est plutôt positive. Donc c'est ça. Bon, il faut quand même rappeler une affaire. Hein. Le sondage dont on parle... Aussi, c'est un sondage qui sonde les Québécois au sens large du terme. Ils ne sondent pas les libéraux du Québec. Ils ne sondent même pas juste... Enfin, il peut sonder, si tu veux, des libéraux, c'est-à-dire des gens qui seraient amenés potentiellement à voter libéral. Mais ce n'est pas nécessairement des membres du PLQ et donc pas nécessairement des gens qui vont voter à la chefferie du PLQ. C'est ça qui est important quand même de mentionner. Ouais. Donc, pour M. Rodriguez, c'est super encourageant comme résultat, comme résultat de sondage. Mais on est loin de la coupe aux lèvres dans le sens que la course n'a pas encore démarré. Il va y avoir encore beaucoup de chemin à parcourir. Donc, c'est sûr que pour ceux qui pensent que la course est gagnée d'avance, je pense qu'il devrait être peut-être un peu plus prudent. Ouais. Cela dit, la bonne nouvelle, elle ne se limite pas aux chiffres qu'on a mentionnés, c'est-à-dire à quel point il a une notoriété ou non au Québec et à quel point il est connu ou pas au Québec. Les chiffres qui sont les plus intéressants ici, c'est le fait qu'il est loin devant dans les sondages de qui les Québécois préféreraient comme chef du Parti libéral du Québec. Puis là, il est loin devant Denis Coderre. Je pense que lui est à 30%. Denis Coderre devait être à... Oui, Pablo est à 24%. Denis... Oh non, attends, je regarde le mauvais mois. Oui, c'est ça. C'est 30% pour Pablo Rodriguez, 14% pour Denis Coderre et le reste, c'est 6, 5 et des... Oui, mais c'est ça. Puis tu sais, troisième, il faut quand même le mentionner parce que il est souvent peu nommé. Mais c'est Marc Bélanger. Marc Bélanger, c'est pas quelqu'un qui a fait de la politique active. Il n'a pas nécessairement occupé, sauf erreur de ma part, mais il n'a pas occupé de fonction publique ou tout du moins qui lui donnait une visibilité assez importante. Mais c'est quelqu'un qui milite au fédéral et au provincial depuis assez longtemps, a décidé de se lancer. Il est avocat de formation, est originaire de Matane et je crois qu'il vit ou a vécu longtemps en Outaouais, dans la région de Gatineau. Il est troisième. Puis pas loin après, il y a Charles Milliard et puis il y a Frédéric Beauchemin. Donc c'est ça. Alors, moi je te dis, c'est sûr que avoir été, moi, Pablo Rodriguez aussi, ou son équipe, par exemple, je suis sûr que hier, quand ils se sont réveillés puis ils ont vu ces sondages-là, c'est super encourageant. Se lancer dans une course à la chefferie, c'est dur. C'est très, très, très dur parce que tu n'as pas d'organisation, il faut la monter. Tu n'as pas d'argent avant que tu en ramasses. Tu n'en ramasses pas non plus énormément. Je sais qu'il y a un plafond de 400 000, mais à coût de 500 pièces de contribution, ça en prend quand même beaucoup des contributions. Il faudrait 800 personnes à 500 $ en moyenne là, pour être en mesure d'aller ramasser le maximum. Donc, ça fait quand même... c'est quand même beaucoup de travail. Alors, tu imagines, si tu te lèves le matin puis tu vois ce genre de sondage-là, ça encourage. Tu te dis, là, je ne vais pas faire des efforts pour rien. Entre les bénévoles et en ce moment, j'imagine que tout le monde est bénévole. Fait que c'est un peu ça. Mais quand même, bonne nouvelle. Dans le cadre de la course à la chefferie, on ne peut pas passer sous silence aussi le fait que la veille, donc avant ce sondage-là, il y a quand même eu une annonce de Charles Milliard qui était quand même
une bonne annonce devant l'Assemblée nationale. Lui avait déjà une députée pour être plus précis, Virginie Dufour, qui est députée de la Val-des-Rapides, qui le soutenait déjà. Et là, il a fait l'annonce de 2 nouveaux députés qui le soutiennent. Bon, sans surprise, André Fortin, mais ça, pour moi, c'était... Son nom, il était déjà circulé. Son nom était déjà... c'est plus ce qui circulait à un moment donné. Je pense que c'était au mois de mai ou juin dernier. Il disait déjà que c'était une très bonne candidature. Puis tu sais, quand tu t'annonces... Quand tu fais ce genre de commentaires publiquement, c'est plutôt rare que tu donnes pas ton appui. Fait que bon, ça, pour moi, c'était une évidence. Ce qui l'était moins... c'était le soutien de Madhouanika Kadé, qu'on a déjà reçu d'ailleurs sur notre podcast, qui a donc donné son appui à Charles Milliard. J'étais un peu plus surpris, pour être bien honnête avec toi. Pas de jugement là-dedans. Ce sont tous de très bons candidats. Mais Madhouanika Kadé était dans les cabinets politiques à Ottawa et je sais pas, j'ai fait peut-être le calcul un peu simpliste qu'elle se retrouverait nécessairement Pablo. Là. Mais non, finalement, c'est pas le cas. Elle va avec Charles Milliard. Je pense aussi qu'il y a des anciens députés et ministres. Il y a Lucie Charlebois, puis il y a Jean Damour aussi qui l'appuie. Alors, effectivement, Lucie Charlebois, Jean Damour, qui sont les coprésidents de campagne, effectivement, de Charles Milliard. Donc là, en ce moment, c'est sûr que cette semaine, on a entendu beaucoup parler donc, de Charles Milliard le mardi, puis le mercredi, écoute, ça a fait ça a fait les journaux là, télévisés, écrits et radio, toute la journée. J'ai comme l'impression aussi que les médias aiment bien le profil Pablo Rodriguez. Je ne saurais pas l'exprimer, mais j'ai comme l'impression que les médias se disent, bon, il y en a un qui peut peut-être un peu se démarquer, puis les sondages sont venus un peu conforter les observateurs politiques à ce niveau-là. N'oublions pas aussi que du côté des médias, quand tu te trouves devant un Charles Milliard, même un Frédéric Beauchemin, qui est quand même relativement nouveau dans la scène politique. Il n'y a pas un bagage, il n'y a pas un bilan politique. Il n'y a pas beaucoup de décisions qu'il a prises auparavant, etc. Et que tu as de l'autre côté un Pablo Rodriguez, et on parlait de ça au téléphone avant qu'on enregistre, où il y a un track record, surtout les dernières années, avec Justin Trudeau, où on voit plusieurs choses qui viennent en contradiction avec le gouvernement du Québec. Donc, quelqu'un qui est dans les médias, oui, c'est intéressant d'avoir un Pablo Rodriguez parce que c'est quand même une personnalité connue. Il a une réputation comme un politicien, puis qui vient prendre maintenant les rênes du Parti libéral du Québec. Ça va donner un coup d'envoi un peu à cette campagne-là. Mais, comme journaliste, moi, je suis sûr et certain que tout le monde se prépare. Là. Ils sont en train de regarder, bon, quelle décision qu'il a prise, quel projet de loi, l'émotion qu'il a voté, etc. Bon, maintenant, comparons ça aux positions du caucus libéral à Québec. Bon, Pablo Rodriguez, d'après moi, va avoir beaucoup plus de travail et de préparation à faire à répondre à ces questions-là qui sont très, très, très difficiles. Et la première, moi, que j'aurais, imagine hypothétiquement, demain, tu te réveilles, tu es non seulement le chef du Parti libéral du Québec, mais tu es le premier ministre du Québec. OK? Et ton homologue à Ottawa prend des décisions qui viennent empiéter sur les champs de compétences du Québec. Est-ce que tu es pour ou contre? Tu comprends? Tu étais à Ottawa, puis vous avez pris des décisions puis on en a parlé au dernier épisode là, avec le plan d'antan qui sont en train de passer maintenant, qui sont littéralement rentrés au Québec et ont dit, bon, regarde, vous ne l'offrez pas, ben, les citoyens vont aller au Service Canada puis le faire. Pablo Rodriguez, tu as quoi à dire là-dessus? On a le problème maintenant avec l'immigration puis les demandeurs d'asile et les réfugiés que M. Legault a fait comme son cheval de bataille. Mais Pablo Rodriguez, tu penses quoi de ça? Tu comprends? Donc, et je pense que ça va être le plus gros défi de Pablo Rodriguez au niveau de se distinguer un peu de tout ce qu'il l'a caractérisé comme politicien toutes ces années-là au fédéral. Oui. Ben écoute, c'est bien que tu sortes ce sujet. Je trouve que c'est un sujet super important et intéressant. Bon, d'abord, la première chose, c'est que lorsque tu fais de la politique au fédéral, tu fais de la politique au fédéral. Quand tu fais de la politique au provincial, tu fais de la politique au provincial. Est-ce qu'on peut essayer de mettre en
contradiction, quelqu'un qui a été au fédéral et qui défendait une position, puis qui au provincial défend une position qui est, disons, un peu différente ou voire en contradiction. Est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Mais en même temps, la nature de ton rôle au fédéral n'est pas la même nature que ton rôle au provincial. Au fédéral aussi, le fédéral essaye de mettre en place certaines choses. Puis là, je parle pas d'empiètement de juridiction, mais tu sais, puis tu es obligé de négocier avec les provinces. Puis en passant, c'est pas juste avec le Québec, hein, toutes les autres provinces, c'est la réalité aussi. Et le principe d'une fédération, puis le principe aussi d'une relation fédérale-provinciale, c'est que oui, de temps en temps, on pousse l'un, on pousse l'autre, on joue un peu du coude, etc. Fait que, est-ce qu'on va reprocher à un politicien, que ce soit Pablo Rodriguez ou un autre, en quittant le fédéral pour aller vers le provincial ou l'inverse, est-ce qu'on va lui reprocher nécessairement ça? On peut, mais il y a des circonstances atténuantes, il y a des choses qui s'expliquent. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans les prises de position que Pablo Rodriguez a pu prendre avec le gouvernement libéral de Justin Trudeau, tu sais, à un moment donné, tu sais, je le disais dans un autre podcast, là, c'est pas parce qu'on est arrivé à une certaine fatigue. Et quand je dis on, je parle pas de toi et moi, là, je parle de on exclut la personne qui parle. Là, on parle en général. On sent qu'il y a une fatigue de l'électorat envers Justin Trudeau puis son gouvernement. Mais ça ne veut pas dire que Justin Trudeau et son gouvernement ont fait que des mauvaises choses au Québec. Ouais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de très bonnes choses qui ont été faites. Et Pablo Rodriguez a aussi... on peut prendre une partie de ce crédit-là aussi. Alors maintenant, sur les choses qui sont un peu plus contestables, si tu veux, est-ce qu'il va devoir s'expliquer? Probablement. Je pense que lui, avant même de prendre sa décision de se lancer au PLQ, à la course à la chefferie du PLQ, il a dû y penser en se disant, ben regarde, il va falloir que je me défende de ci, je vais devoir me défendre de ça, il va falloir que j'explique comment je suis différent là-dessus, puis pourquoi j'ai été solidaire du gouvernement lorsque j'y étais sur certains points pour lesquels je n'étais pas nécessairement fondamentalement d'accord. Mais tu sais, quand tu appartiens à un gouvernement ou même à un caucus, tu peux pas être d'accord avec tout, hein, c'est impossible. Sinon, ça veut dire que t'as pas... sinon, tu sers à rien, en fait. Il faut quand même être en mesure de tirer un peu la couverte sur soi et aussi être en mesure de faire des concessions. Tu concèdes telle affaire parce que tu penses que tu vas gagner sur autre chose. Mm-hmm. Puis, moi, je te dirais que le défi de Pablo Rodriguez, c'est pas tant le fond. C'est le fait qu'il va... C'est le fait que ce sont des sujets qui sont très complexes à expliquer. Alors, tu sais, comment tu fais la clip en expliquant quelque chose, c'est beaucoup plus compliqué. Tu sais, sur un podcast comme ça, mais d'ailleurs, on l'invite, lui comme les autres candidats à la chefferie du Parti libéral du Québec, de venir nous parler un petit peu de leur vision puis de ce qu'ils sont intéressés de réaliser en politique québécoise. Mais tu sais, sur un podcast, tu peux prendre le temps, tu peux expliquer, tu peux mettre les nuances. Mais tu sais, quand tu vas être à la télé ou quand tu vas être en train de débattre avec les autres candidats, mais ça va être plus compliqué. Ouais. Ça va être plus compliqué. Ouais. De restreindre ça sur un 30 ou un 40 secondes. C'est puis l'autre chose, je ne l'avais pas mentionné, puis peut-être qu'on donne tous les outils à Pablo Rodriguez. Comme tu as dit, certainement, il les a déjà pensés. Là, il prépare déjà ses lignes. Tu sais, le prochain gouvernement au Québec, là, il va devoir assumer une grosse responsabilité de rigueur fiscale. Oui. Tu sais, on parlait de ça justement la semaine passée avec Yuri Chassin. 11 milliards de dollars, un record déficitaire au Québec. Puis là, encore là, la situation hypothétique où Pablo Rodriguez serait le chef demain du Parti libéral du Québec, puis il est élu premier ministre. OK? C'est une question de crédibilité et je ne suis pas en train de le juger parce que, comme tu as dit, c'est un membre d'un gouvernement pour lequel c'est pas lui le boss, tu comprends? Donc, soit tu suis ou tu ne suis pas. Puis comme tu as dit, tu as raison, tu as bien raison, que des fois ça passe, des fois ça passe pas, puis tu l'acceptes parce que c'est une grande famille, puis on ne peut pas toujours être content. Mais quand même, je trouve ça étrange que le prochain chef du Parti libéral du Québec, dans cette cas hypothétique, Pablo Rodriguez,
de dire que il faut être responsable, il faut ramener l'équilibre budgétaire, etc. Et ça va être quelqu'un qui, depuis les 10 dernières années, appuie un gouvernement qui a lui aussi créé des déficits historique. Monstrueux. Tu comprends? Donc, non, mais regarde, je suis d'accord avec toi. Mais alors, tout ça pour dire que ça va être très difficile. Il est dans une position très, très, très difficile, Pablo Rodríguez. Exactement. Puis là, c'est un peu bizarre parce que je me sens un peu dans la position comme si j'essayais de défendre Pablo Rodríguez ou quoi que ce soit, mais j'essaye juste d'avoir un certain recul et de voir les choses froidement. Ouais. En théorie, on verra la pratique. C'est à lui de le démontrer. Mais en théorie, il n'y a rien qui empêche quelqu'un qui considérait que les déficits fédéraux étaient justifiés et qui arrive au Québec et qui considère que c'est moins justifié pour plusieurs raisons. Parce que ça dépend où est-ce que l'électorat québécois se trouve, où est-ce que la population se trouve, dans quel état sont les services publics. Et Yuri Chassin disait la semaine passée que c'était assez calamiteux. Ouais. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? Est-ce qu'on paye trop nos intérêts sur la dette? Enfin bref, il va y avoir évidemment un espèce d'analyse totale de tout ça. Mais je comprends qu'on veut associer Pablo Rodríguez a des gros déficits du gouvernement fédéral en se disant comment il va être crédible pour dire je vais mettre de l'ordre dans les finances publiques. T'sais. En même temps, j'ai envie de te dire un truc, puis encore une fois, je vais donner l'impression que je le défends, là, mais Pablo Rodríguez, si je suis pas mal renseigné, c'est quelqu'un qui, au sein du PLC, faisait partie un peu du clan Martin, Paul Martin. Puis je te rappelle que Paul Martin, au sein du PLC, et même dans l'histoire récente du Canada, a été... oui, il a été premier ministre, mais ses plus grosses réalisations, j'ai envie de dire, étaient lorsqu'il était ministre des Finances de Jean Chrétien, a eu une rigueur budgétaire assez importante. T'sais. Donc, à un moment donné, on peut faire des rapprochements, on peut dire, oui, mais il était très dépensier quand il était dans le gouvernement Trudeau, mais quand il militait au PLC, il était une frange qui était peut-être plus centrale, là, plus centriste, si tu veux. On peut le dire, mais le plus important, là, puis c'est ça mon point, ça va être son défi à lui. S'il a un défi, c'est celui-là. C'est non seulement d'être en mesure d'expliquer comment, en arrivant au Québec, il peut défendre une certaine rigueur dans la gestion des finances publiques. En passant, ça, je ne fais que le supposer. Je ne sais pas c'est quoi sa plateforme. Peut-être que ça sera différent, mais on le verra bien. Il ne s'est pas prononcé encore. Mais si c'était quelque chose qu'il voulait mettre en place, mais oui, ça va être un défi de communication. Ça va faire partie de son défi. Puis je pense que ce défi-là, moi, je ne pense pas qu'il est insurmontable, mais ça va dépendre de comment il va l'aborder. Ça va dépendre de qui il va s'entourer aussi. Ouais. Puis oublie pas, on le dit tout le temps sur ce podcast, mais la perception en politique, c'est la réalité dans la tête des gens. Là, donc voilà. Mais pour lui, la perception, c'est justement le gros défi. Exact. Parce que dans la perception des gens, t'es le gars de Justin Trudeau qui a fait A, B, C, D, E, puis là, tu es en train de me dire que tu vas faire le contraire. Donc, ça va jouer, il va avoir un poids énorme. Exact. Puis moi, mon point ici, c'est que est-ce qu'il peut renverser cette perception? Oui, mais ça ne dépend que de lui. De son positionnement, de sa plateforme, des gens qui l'entourent, qui le conseillent. C'est ça qui va être important parce que, oublie pas, il y a d'autres candidats de grande qualité dans cette course-là qui ont une bonne compréhension aussi de la situation économique et financière du Québec et fiscale du Québec. Des Charles Milliard qui, c'est sûr, vont vouloir en savoir plus sur la plateforme économique de Pablo Rodríguez. Puis, ils vont avoir des questions, puis il va faire des
il va faire des propositions qui iront pas nécessairement dans le même sens, puis que les membres vont devoir choisir. Tu sais, je parle de lui, mais il ne faut pas négliger aussi Frédéric Beauchemin, qui, bon... mais il a un profil quand même intéressant. Ben oui, il a un profil intéressant, un profil aussi de banquier. Donc, bon, les chiffres, c'est pas quelque chose qui l'effraie. Va aussi aller là-dessus. Puis, Frédéric Beauchemin, en plus, ma compréhension, c'est qu'il veut occuper un terrain de centre droit. Donc c'est sûr qu'ils vont tous le challenger là-dessus. Puis je te dis, il n'aura pas de free ride, comme on dit. Hein. Ouais. Ça va pas être facile pour lui. Mais c'est pas parce que ça va pas être facile que c'est impossible. D'autant plus, George, moi, j'ai comme un peu l'impression que les libéraux, les membres libéraux, en tout cas ceux actuels, hein, on verra ceux qui vont être recrutés d'ici là, pour beaucoup, vont se poser la question. Au-delà de tout ça, avec qui on peut gagner? Puis le sondage d'hier... Il est pas mal clair. Non, mais il est pas mal clair, mais il donne surtout le... Comment dire? Ben, il est pas mal clair. Ça reste qu'un sondage. J'ai une photo dans le temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il donne un momentum à Pablo Rodriguez. Oui, à Pablo Rodriguez, mais pour la première fois depuis l'élection de 2018, je te dirais. OK? On oublie 22, là. Je retourne même encore plus en arrière. Les libéraux sont en position de gagner. Tu comprends? Donc, oui, alors attends. Je comprends ce que tu veux dire. Dans les sondages, voilà, non, mais dans les sondages, puis attends, on est aussi dans le cas hypothétique de l'hypothétique. Exact. Dans le cas hypothétique où Pablo Rodriguez, à la faveur des membres du PLQ, devient chef de l'opposition officielle et que dans les 15 mois qui vont suivre, il est en mesure de convaincre tout ce monde-là. C'est encore... on est très loin de la coupe aux lèvres. Très, très, très loin. Puis comme ce que je t'ai dit, moi, je m'attends à ce que des Charles Milliard, des Frédéric Beauchemin, ils vont faire campagne fort, ils vont faire campagne dure, c'est de bons candidats, ils sont habiles, ils sont intelligents, ils savent s'entourer. Je veux dire, ça sera pas une partie de plaisir. Non, surtout que maintenant aussi, il faut juste le mentionner aussi, que la mécanique derrière tout ce processus-là d'élection de nouveaux chefs a changé depuis la dernière ou depuis celle de 2013. On rappelle aux gens qu'à cette époque-là, c'était des délégations, donc il fallait gagner chaque comté pour amener tes membres à la convention pour que ces gens-là votent. Là, c'est différent, c'est un membre, un vote. Par Internet, chez eux de la maison. Et ça, c'est extrêmement important que tu mentionnes ça parce que souvent, les gens ne le réalisent pas. Puis c'est peut-être un petit truc qu'on va donner aux gens qui nous écoutent, mais qui ne sont pas nécessairement impliqués dans des partis politiques. Mais tu sais, quand tu dis que c'était des délégations à l'époque, dans le langage courant, on parlait de slate. Tu sais, dans chaque circonscription, chaque association de circonscription, tu allais chercher qui étaient les délégués libéraux. C'était des mini élections dans chaque comté. Exactement. Tout le monde devait la gagner pour amener ces gens-là à la convention pour qu'ils votent. Exactement. Ils devaient aller dans le congrès au membership pour aller voter. C'était juste eux qui pouvaient voter pour le prochain chef. Exact. Mais là, c'est différent parce que là, je veux dire, à l'époque, c'était différent dans le sens que tu avais un certain contrôle. Si tu arrivais à faire élire tes partisans, quand tu les emmenais avec toi au congrès, au membership, tu le savais à 99,9999% qu'ils allaient voter pour toi. Puis en plus de ça, rendu au congrès, là, tu t'assures qui a voté, qui n'a pas voté. Tu t'assures que tout le monde s'est mis en ligne, que tout le monde est allé voter. Là, c'est différent. Là, tu peux être Pablo Rodriguez, tu peux être Charles Milliard, tu peux être Frédéric Beauchemin, tu peux être un autre candidat. Tu sais, tu vends une carte, admettons, tu vas rencontrer quelqu'un qui n'a jamais milité de sa vie, tu arrives à le convaincre que tu serais un très bon chef du PLQ et un très bon premier ministre, il achète la carte de membre au mois de janvier, février, mars, avril, peu importe, mais rendu au mois de juin, il faut que tu t'assures qu'il vote. Mais non, mais d'abord, oui, tu vas peut-être t'assurer, à tout le mois, tu vas lui passer des coups de téléphone pour t'assurer qu'il vote, mais admettons, là,
quand il va être dans son salon, avec son téléphone intelligent, sa tablette, son ordi, peu importe avec quoi il va aller voter, puis qu'il va devoir voter, tu sais, il va se dire, ouais, tu sais, c'est vrai que c'est un tel qui m'a vendu sa carte de membre, parce que j'étais convaincu à l'époque. Mais là, j'ai entendu l'autre personne parler. Puis là, on dirait que je suis plus convaincu. Ouais. Puis la personne change d'idée. C'est plus facile, disons, pour cette personne-là, seule dans son salon, de vouloir changer son opinion que si tu l'amènes dans un congrès où il y a toute l'équipe, toute la délégation, on est tous ensemble puis on va aller tous voter ensemble. Puis l'autre chose stratégique, et on parlait de ça encore au téléphone, puis je vais te laisser l'expliquer aux gens, c'est que admettons qu'il y a une deuxième ronde. Oui. Tu sais, à l'époque, là, tu regardais un peu les autres équipes, tu sais, comme, OK, moi, je connais ce gars-là, je connais un peu cette équipe-là, tu sais, admettons que, tu sais, on passe en seconde ronde. Il y avait tout un calcul stratégique qui se faisait, qui qu'on peut aller chercher. Puis non seulement ça, les candidats eux-mêmes disaient que, bon, si on passe pas en première ronde, tu sais, j'appuie qui. Puis il y avait toute une game dans un autre niveau là, qui se passait en arrière-scène. Cette fois-ci, très différent. Exact, parce que la façon de voter est différente. Cette fois-ci, on parle d'une préférentielle. Donc, sur ton bulletin de vote, tu mets numéro 1, numéro 2, peut-être 3, 4, je ne sais pas, là, mais en tout cas, tu les mets dans l'ordre. Mais attends, je veux juste revenir un petit peu en arrière, parce que l'un des exemples les plus frappants de ce que tu dis, moi, en tout cas que moi j'ai vécu, que j'ai vu comme observateur, c'était la course à la chefferie du Parti libéral du Canada lorsque M. Harper avait pris le pouvoir et qu'il fallait trouver un successeur à Paul Martin, justement. Puis, écoute, les deux favoris, c'était Michael Ignatieff et Bob Rae. Deux favoris. Il y en avait une couple d'autres, là. Ils étaient, je pense, 5, là, si ma mémoire est bonne. Il y avait Jared Kennedy aussi, quelqu'un donc qui était de l'Ontario. Puis, bien sûr, il y avait Martha Hall Finlay, je crois. Je me souviens plus. En tout cas, il y avait une femme. Puis, il y avait Stéphane Dion. Puis, c'est Stéphane Dion qui a gagné contre toute attente parce que, évidemment, c'est des votes. Il faut désigner chef celui qui obtient 50% plus 1 des suffrages. Et tant qu'il n'a pas atteint le 50% plus 1, ben, tu continues de voter. Mm-hmm. Et à chaque fois qu'il y en avait un candidat qui était éliminé à un tour, ben, il donnait une direction à sa délégation. Qui peut-être ne le respectait pas à 100%, mais à un haut taux était capable de respirer. Admettons, il y a 80% des délégués qui ont voté pour toi. Ben, si tu leur donnes une consigne, ils vont la suivre. Là, et là, à la toute fin, M. Rae avait perdu à l'avant-dernier tour, je crois. Et il avait traversé un aréna pour se rendre dans la gang de Stéphane Dion. Puis il a demandé à tout le monde de voter pour Stéphane Dion, de sa gang. Puis Stéphane Dion est passé devant Michael Ignatieff. Alors que Michael Ignatieff était premier tout le long, puis il était premier dans les sondages, puis finalement, ça a été Stéphane Dion. Là, on est dans un cas de figure différent. Ça, c'est comment on le faisait à l'ancienne. Ouais. Aujourd'hui, avec les moyens technologiques, etc., ben, tu veux une meilleure représentativité électorale, mais surtout démocratique, où tous les membres sont capables de voter. Là, tu peux le faire facilement avec la technologie, etc. Mais sauf que, tu sais, les gens ne vont pas aller se brancher à chaque fois qu'il y a un tour où il n'y a pas eu 50%. Fait que là, tu fais ce qu'on appelle une préférentielle. Donc, ton choix numéro 1, tu as un candidat. Choix numéro 2, choix numéro 3. Moi, je pense que dans la configuration actuelle, avec une volatilité un peu du vote, puisque tu n'es pas capable d'assurer que ceux à qui tu as vendu une carte de membre ne vont pas voter pour un autre adversaire, un autre candidat, donc un adversaire, ben, non seulement il y a cette volatilité-là, mais ce qui va être important, c'est le vote numéro 2. À mon sens, donc la deuxième personne que tu vas mettre. Ça, moi, je crois que ça va jouer énormément. Moi, j'adore ce mode de fonctionnement parce que ça pousse les candidats à ne pas être trop idéologues et d'être parlables pour être en mesure d'attirer les autres. Peut-être
peut-être pas en premier rang, mais au moins en deuxième rang. Puis ça va être intéressant. Alors, à mon avis, celui qui va avoir les meilleurs numéro 2 aura de bonnes chances de l'emporter. C'est ça. Et juste pour revenir à ce que tu disais, c'est pas fini. Là. C'est pas quelque chose qui est garanti non plus pour Pablo Rodriguez. Et juste avant de passer au fédéral, parce que ce sondage-là parlait aussi du fédéral, puis l'intéressant aspect de ce sondage-là, évidemment, c'est au Québec. Qu'est-ce qui va se passer au Québec? Juste parler un tout petit peu de Denis Coderre. Parce que si on revient un peu en arrière, Denis Coderre, c'était celui, le premier, si on veut, de mettre son nom dans la course et de donner un peu d'intérêt dans cette course-là. On lui a accordé quand même pas mal de visibilité. C'est le Denis Coderre qu'on connaît, le gars qui a appelé tous les médias pour se rendre au parti quand il est allé déposer sa carte de membre. C'est le flash, là, Denis Coderre qu'on a pris à connaître. On le voit pas. Tellement, Denis Coderre. On voit, je suis évidemment tous les autres candidats sur les réseaux sociaux. Ils font des tournées, ils rencontrent des associations, ils se rencontrent avec des gens, ils ont des appuis, soit des députés actuels ou des députés d'une autre législature. Tu vois qu'ils sont en train de travailler. La locomotive est en marche, si on veut. Évidemment, Pablo Rodriguez, il est tout nouveau, là, donc éventuellement, j'imagine qu'on va commencer à voir certaines choses aussi. Mais j'ai l'impression que Denis Coderre, ça ralentit pas mal depuis ses premières semaines, les premiers mois où il avait annoncé son intérêt dans la course. Moi, je serais intéressé de voir qu'est-ce qui va se passer. N'oublions pas non plus aussi qu'il y a tout ce problème-là que lui, il appelle un problème personnel là, pour ses finances, mais de toute façon, tu t'engages pour le leadership d'un parti, c'est sorti, c'est public maintenant, le problème qu'il y a avec Revenu Québec, et je pense que le parti a été quand même clair, et ils ont dit qu'il faut que ce problème-là se règle. On peut pas bon. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui cause un peu des obstacles pour lui, mais tout ça pour dire, et c'est juste ma perception aussi, je pense ou je vois qu'il n'est pas si présent que ça. Bon, d'abord, sur la question qui est d'ordre, entre guillemets, plus personnel. Évidemment, quand tu es un personnage public, le personnel est moins personnel que le commun des mortels. Ben, ça sera à lui non seulement de s'expliquer, mais de régler ça. Mais moi, je ne m'attarderai pas trop là-dessus. Mais sur la question plus politique, est-ce que à quel point il est présent? Bon, lui, je sais qu'il est actif sur les réseaux sociaux. C'est une chose. Est-ce qu'il a des appuis connus au sein du parti? Moi, j'en connais pas. Ben, j'en connais pas. Je connais quelques personnes qui l'appuient, mais c'est assez timide, là. Je veux dire, c'est pas... on me disait dans les derniers jours que les gens qui étaient à sa conférence de presse, si sa conférence de presse devait avoir lieu demain, il n'y aurait pas le même nombre de personnes. Il n'y en avait déjà pas grand. Il n'y avait déjà pas grand monde. Là, mais tu sais, écoute, chacun sa stratégie, je suppose, pour gagner cette chefferie. Je ne sais pas c'est quoi la stratégie de Denis Coderre. Mais si Denis Coderre est en mesure d'aller chercher une masse critique de militants dans l'ensemble des comtés du Québec, et que ça lui permet de gagner, tant mieux si tu veux pour lui. Mais est-ce que ça peut paraître un peu surprenant comme stratégie parce que il a l'air d'être un peu plus isolé, un peu plus seul que les autres? Peut-être, mais il a sa stratégie. Puis je pense que sa stratégie mise sur sa notoriété. Puis il a une certaine notoriété sur sa réputation, même si, mais il y a une partie, là, c'est pas moi qui le dis, c'est le sondage qui disons, ont certaines réticences, là. Mais encore une fois, ça, c'est la population, c'est pas les membres libéraux. Exact. Écoute, on va voir. Denis Coderre aura eu au moins le mérite d'une chose. C'est que lorsque personne n'y croyait à sa potentielle, au fait qu'il se lance éventuellement, dont moi d'ailleurs, honnêtement, je me disais que non, c'est impossible. Là, je veux dire, ça me paraissait absolument saugrenu. Il a été en mesure de faire parler du PLQ, de la chefferie du PLQ. Donc ça, honnêtement,
il faut lui donner. Puis, juste pour clarifier, on ne dit pas ça pour pointer du doigt ou pour le critiquer d'aucune façon. Je dis ça parce qu'il était littéralement le premier. C'est quelqu'un, comme tu as dit, qui avait déjà une réputation et qui jouit d'une certaine visibilité. Et moi, j'aurais pensé, quand ceci s'est produit, qu'il allait continuer et qu'on allait le voir constamment à cause du fait que c'est Denis Coderre, puis bravo pour lui, les gens le connaissent, mais de voir que d'une semaine à l'autre, il devient un peu plus invisible, moi, ça m'a surpris. C'est tout ce que je dis. Passons au fédéral, parce que puis on commente ça depuis longtemps maintenant, l'avance que Poilievre a un peu partout au Canada. Parle-nous des sondages d'ailleurs au fédéral, puis c'est le même sondage dans le fond. C'est le même sondage, puis il y a une section pour le fédéral. Dans les sondages, on voit un saut quand même impressionnant du Bloc québécois où il est premier à 35 %. Plus 6 points. Il a pris 6 points. Le Parti libéral du Canada, donc Justin Trudeau, est à 27, donc c'est pas mal à égalité où il était. Et le Parti conservateur de Poilievre, qui est à 22, qui perd un point. Et donc, par la suite, il y a le NPD, puis les autres partis qui viennent. Donc, c'est quand même intéressant. Puis quand on regarde le deuxième choix au Québec, le NPD passe en premier. À 20 %, même avant le Bloc québécois et le Parti libéral du Québec. Donc, ça, pour moi, c'est une statistique quand même révélatrice parce que on comprend, le Bloc est en première place, mais pour les gens qui ne veulent pas voter Bloc, là, leur deuxième choix, c'est même pas Justin Trudeau, mais c'est même pas Pierre Poilievre, c'est le NPD qui est en train de se faire massacrer partout ailleurs au Canada. Au Québec, il est en deuxième place. Donc, pour moi, rapidement, comme ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, M. Poilievre doit peut-être revoir un peu sa stratégie. Donc, on va en parler. Mais en même temps, Justin Trudeau, il est en train de manger une, là, au Québec. Pauvre Justin Trudeau, parce que moi je trouve que Justin Trudeau, là, on est hyper sévère avec lui. On est hyper sévère, je le comprends, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a une fatigue, etc. Je suis pas là pour défendre Justin Trudeau, j'ai aucune raison de le faire, mais j'essaye de ne pas être trop injuste. Moi, plutôt que de parler des difficultés de Justin Trudeau, ce que je verrais, moi, plutôt, c'est la hausse du Bloc. 6 points par rapport au dernier sondage. On parle plus d'un tiers des électeurs au Québec. Là. C'est quand même fort, c'est quand même intéressant. Puis juste pour noter, je ne veux pas t'interrompre trop, là, mais ce sondage-là a été fait après que la motion du Bloc a été déposée en Chambre. Donc, ça a été fait après. Donc, je ne sais pas si ça a eu un effet, là, mais... Mais alors, tu sais, donc t'as le Bloc là, qui occupe un peu le terrain, et médiatique, et ça se ressent, puis on voit que ça augmente pour eux autres. Mais tu fais bien de parler aussi des difficultés du Parti conservateur au Québec. C'est sûr, on l'a dit souvent, si on se fie aux différents sondages depuis longtemps déjà, s'il devait y avoir des élections demain matin, le Parti conservateur du Canada formerait un gouvernement majoritaire assez fort, avec comme premier ministre Pierre Poilievre. Ça, je veux dire, si on se fie au sondage, c'est pas mal ça qui se passerait. Il reste que sa stratégie au Québec ne donne pas l'impression de porter fruit. Pourtant, il y a encore récemment, j'entendais des publicités télé, radio, etc. Là, ça ne passe pas. Surtout, Salim, moi, j'étais convaincu, et c'est ça qui m'a surpris le plus. Pas le fait que le Bloc est premier, on le voit depuis des mois. Moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est comme deuxième choix que les conservateurs ne soient même pas là. Ouais. C'est ça qui m'a surpris. Parce que moi, j'étais convaincu que, bon, les gens, le Bloc est en avance, mais au moins, les conservateurs vont bien faire parce que, tu sais, les gens sont fatigués de Justin Trudeau. Mais c'est même pas ça que c'est... Moi, je te dis, de toutes les manières, le Bloc et les conservateurs ne se disputent pas un deuxième choix. Ils se disputent le choix de l'électeur. Donc, le Bloc et le Parti conservateur, ils vont se cannibaliser entre eux. Il n'y a pas personne qui vote pour l'un ou l'autre des partis qui va, tu sais, je veux dire, qui
qui irait vers un autre parti. Là. Je veux dire, évidemment, c'est une généralisation, là, mais d'ailleurs, moi, je pense que pour les libéraux, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'ils se disent que dans certaines circonscriptions où ils pourraient faire un bon score, si le Bloc québécois et le Parti conservateur se cannibalisent entre eux, ben le Parti libéral du Canada pourrait faire élire des députés. Là, il pourrait passer entre les deux. Mais c'est pas nécessairement ce qu'on voit, parce que moi aussi, je pensais comme toi, que si le conservateur serait au moins un bon second choix, ben là, il y aurait la possibilité qu'ils se chicanent entre eux avec le Bloc québécois, puis le Parti libéral pourrait passer entre eux. Mais c'est pas ça qui indique. Le sondage indique que, comme deuxième choix, c'est ça serait le NPD. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'y a même pas une possibilité de cette chicane-là entre Bloc et conservateur. Oui, mais on ne sait pas, ce deuxième choix, c'est le deuxième choix de qui? Des gens qui votent Bloc, des gens qui votent PLC, des gens qui votent Vert, des gens qui votent PCC. Je serais surpris que quelqu'un qui vote conservateur aurait comme deuxième choix le nouveau Parti démocratique. Mais quelqu'un qui vote Bloc ou libéral pourrait avoir comme deuxième choix le NPD. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est pas trop ce qui me parle. Moi, ce qui me parle, c'est qu'on a le Bloc et le Parti conservateur qui cherchent des votes. Le Bloc aimerait aller manger davantage dans le lunch des conservateurs pour assurer une très forte majorité des 78 sièges fédéraux qui se trouvent au Québec. Mais là, moi, ce que je te dis, c'est qu'il y a certaines circonscriptions où on risquerait de voir des libéraux se faire élire, mais en fait, ils sont passés entre les deux, entre le Bloc et le Parti conservateur. Et puis, autre chose, les sondages, c'est pas par circonscription. Là. Ça, c'est des sondages au niveau du Québec au sens large du terme. Donc, tu comprends qu'il y a des endroits où le Bloc est un peu plus fort, il y a des endroits où les conservateurs sont un peu plus forts, il y a des endroits où les libéraux sont plus forts aussi. Puis il va y avoir des circonscriptions où il va y avoir des luttes à trois. Il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais tu pourrais avoir une dizaine de circonscriptions où tu pourrais avoir des courses à trois. Pour le NPD, d'abord, le NPD a fait un bon score dans la dernière partielle dans Verdun, LaSalle et Mar. Je pense que ça leur donne un petit quelque chose au Québec. Je pense pas que ce soit nécessairement durable, mais la différence entre le NPD il y a 25 ans, il y a même 20 ans et maintenant, c'est que les Québécois ont déjà eu affaire au NPD. Parce que les Québécois ont déjà très fortement voté pour le NPD. Le NPD n'est pas nécessairement un parti inconnu. Et il se pourrait bien qu'il y ait des gens qui votent pour le NPD. Est-ce que ça veut dire que le NPD va faire des gros gains au Québec? Je ne sais pas. Personnellement, je dirais je ne pense pas, mais c'est pas complètement impossible. Mais ce qui est intéressant ici de voir, c'est que les libéraux sont encore compétitifs au Québec. Et non seulement sont compétitifs, mais ils peuvent profiter du fait que le Bloc et le conservateur vont se manger entre eux. Là, pour Pierre Poilievre, là, qui veut faire une différence au Québec, il y a déjà 10 sièges, moins celui d'Alain Reyes. Assumons que ce 10e-là, il va pouvoir le ravoir. Là, Éric Lefebvre, admettons. Oui. Lui, le but, c'est de dépasser 10, évidemment. Là. S'il peut aller chercher une quinzaine, ben, c'est quand même une victoire pour Pierre Poilievre. C'est quoi qui ne marche pas pour lui au Québec? Pourquoi il n'arrive pas à pénétrer? Est-ce que c'est parce que c'est le Bloc qui est trop puissant ou est-ce que c'est lui et son image ou son arrogance ou tous les qualificatifs qu'on peut lui donner qui ne collent pas au Québec? Écoute, deux éléments que je vais apporter. D'abord, la première chose, c'est que effectivement, si Pierre Poilievre arrivait à dépasser le 10, je dirais même le 12, ce serait une bonne chose. S'il pouvait aller chercher 15, même 18
députés, ce serait une bonne chose pour lui. Ça sera toujours des députés de plus. Ça sera des députés du Québec de plus. Ce serait des potentiels ministres. En tout cas, il aura plus de choix. Ça ne veut pas dire que le Québec aura nécessairement plus de ministres, mais il y aura un peu plus de choix pour faire son conseil des ministres. Donc, c'est sûr que s'il peut en avoir plus, il ne va pas dire non. Cela dit, je vais te dire une affaire, George. Moi, je crois sincèrement, puis je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'observateurs, même des journalistes et d'autres analystes qui le disent. Pierre Poilievre veut faire bonne figure au Québec, mais il n'en a pas besoin du Québec. Il n'a pas besoin du Québec pour faire une majorité. Et en passant, celui qui est parvenu à le faire, c'était Stephen Harper en 2011, où il a eu une majorité sans le Québec. Puis moi, ça, c'est le scénario qui me fait peur. C'est un scénario qui me fait peur parce que quand tu n'as pas un caucus du Québec assez fort au sein d'un gouvernement, tu ne peux pas l'influencer. Quand tu n'as pas de ministres qui sont backés par assez de députés au caucus et même qui soient soutenus par une population, c'est difficile d'influencer. Donc, honnêtement, moi, j'ai l'impression que les conservateurs, ils ne sont pas nécessairement embêtés par leurs chiffres au Québec. Sincèrement, je ne pense pas. J'ai beaucoup de misère à croire. Moi, je pense qu'ils ont fait leur calcul, qu'ils voient qu'il y a peut-être 10 ou 12 députés au grand maximum qui sont capables d'aller chercher. Puis, ce serait assez. Ça serait assez, ouais. Sauf que c'est assez pour eux. Mais moi, je pense au Québec, puis je suis fédéraliste, puis je pense au Québec à l'intérieur du Canada. Je trouverais dommage que le Québec ne soit pas assez représenté dans un hypothétique, mais quand même probable, gouvernement majoritaire conservateur. Ouais. Ça serait dommage. L'Ouest vote massivement pour les conservateurs. Et puis là, c'est rendu que l'Ontario, où il y a incontestablement le plus grand nombre de sièges, surtout la grande région de Toronto, où il y a vraiment beaucoup de sièges à aller chercher, sont en train de, excuse-moi l'anglicisme, mais shifter vers le Parti conservateur. Ouais. Il a même aussi fait beaucoup de gains dans les maritimes aussi, là. Dans les provinces maritimes. Selon les sondages, il en ferait. Ouais. Ça, c'est sûr. Il y a 30, mais tu sais, les maritimes, au total, les 4 provinces maritimes, c'est à peine 32 sièges. C'est pas énorme. Ouais. Là, mais oui, bien sûr, c'est important pour lui. Tout siège supplémentaire est bon à prendre. Là. Mais c'est juste que je veux te dire un truc. Moi, j'ai comme l'impression que il serait capable de gagner sans le Québec. Et ça, moi, comme Québécois, je trouve ça dommage. Mais alors, à ta question maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il ne gagne, qu'il n'avance pas dans ses chiffres, dans ses intentions de vote au Québec? D'abord, si j'avais la réponse, je crois que je serais devin, là, puis je n'ai pas la réponse exacte. Mais il est certain qu'il y a une espèce de degré d'intensité que tu peux retrouver un peu en Pierre Poilievre et au Parti conservateur qui fait en sorte que les Québécois sont comme je sais pas. C'est pas qu'ils aiment pas ce qu'ils entendent du tout, mais ils ont l'impression que c'est un peu intense. Puis tu sais, je veux dire, les Québécois n'aiment pas la chicane. Puis tu sais, les insultes de Pierre Poilievre à l'intérieur du Parlement, là, c'est le genre de choses qui fait en sorte que il y a moins d'intérêt pour ce genre de politique. Puis ensuite, aujourd'hui, on le voit, on l'a dit, par exemple, le succès de Paul Saint-Pierre Plamondon dans les sondages, c'est dans une certaine forme de transparence, de dire qu'est-ce qu'il veut faire, d'assumer ses positions. C'est un calme. Exactement. Puis, exact. Tout à fait, un calme. C'est une personnalité complètement différente. Absolument, complètement différente. Puis justement, et au niveau des conservateurs, ça va prendre... Excuse-moi encore l'expression anglaise, là, mais ça va prendre des moves qui soient concrets sur certains sujets, notamment sur l'avortement. Je le sais qu'il y a beaucoup de conservateurs qui sont pro-choix. Ouais. Mais
Mais le fait qu'il y en ait certains qui soient pro-vie, puis qu'il n'y a pas une position forte qui dit jamais, au grand jamais, ça va se faire, etc., ça crée des doutes dans une société quand même féministe qui est la société québécoise, où le féminisme, en tout cas, est fort, le militantisme féministe est fort. C'est sûr, ça ne peut pas prendre. Sur les changements climatiques, il n'y a pas de position forte. Ouais. N'oublie pas non plus, Salim, que depuis que les partis conservateurs se sont jumelés en un, il y a toujours eu cette idée-là du Big Tent Party. Tu comprends? Oui. Et on ne veut pas le perdre. Ça ne vaut pas la peine de retourner aux années où il y avait deux factions conservatrices qui se chicanaient entre eux, puis il y avait des gouvernements libéraux de dizaines d'années. Tu comprends? Oui. Donc, je comprends un peu la stratégie où on dit, garde, nous, on est inclusif, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Pour moi, personnellement, ça prend juste une personne de nous dire que les thérapies de conversion, c'est quelque chose de normal pour que je déconnecte, tu comprends? Non, mais c'est ça, exactement, mais tout à fait, tu vois. Puis, je comprends le point. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que chez les conservateurs, la grande tente dont tu parles, cette grande tente, elle a existé sous M. Mulroney. C'était un autre parti, on s'entend, mais c'était la même grande tente. C'est ça la différence. Ouais. Donc, dans le fond, c'est qu'à l'époque, tu avais des progressistes conservateurs qui menaient ce parti-là, puis qui, sous leur grande tente dont tu parles, allaient chercher des gens qui étaient un peu plus hardcore en termes de conservatisme. Là, c'est l'inverse qui se passe. C'est que le pouvoir est chez des gens qui sont conservateurs pas mal hardcore, mais qui, sous cette grande tente, veulent aller chercher quelques progressistes qui souvent, plus souvent qu'autrement, sont québécois. Ouais. Parce qu'au Québec, quand même, d'une manière générale, les conservateurs sont progressistes. Tu sais, quand je dis progressistes, c'est des progressistes conservateurs, donc c'est-à-dire des conservateurs du progrès qui ont une idéologie qui est bien modérée, tu vois. Mais il y a quand même aussi beaucoup de ces gens-là qui avalaient des couleuvres. Tu sais, Alain Reyes, qu'on a déjà reçu ici, tu sais, c'est un progressiste conservateur, en réalité. Tu sais, même un Gérard Deltel, c'est un progressiste conservateur. Ouais. Tu sais, donc on est un peu là. Moi, je te dis, mon seul souhait... moi, au fédéral, comme tu le sais, George, je suis neutre. Ouais. J'ai de la misère sur les questions généralement sociales des conservateurs et parfois j'ai de la misère aussi sur certaines positions économiques libérales. Donc, je suis neutre. Ben, neutre. Je vote, mais disons que je ne suis pas aligné, si tu veux. Ouais. Mais moi, mon seul souhait, c'est que le Québec ne soit pas affaibli. Puis pour moi, que le Québec ne soit pas affaibli, c'est pas nécessairement voter Bloc. Le Bloc fait un bon travail pour le Québec et il peut avoir une certaine pertinence. Mais la réalité, c'est que ce qui est le plus... En tout cas, à mes yeux, là, je l'impose à personne, mais à mes yeux, je préfère un gouvernement libéral ou conservateur dans lequel il y a une représentation québécoise forte, plutôt qu'un gouvernement où il y a peu de représentation québécoise parce qu'on a parqué tous nos votes au Bloc québécois et que c'est un peu ça la difficulté que j'ai. On va mettre un point là-dessus, Salim. On vous remercie tous et chacun de nous suivre. Merci encore une fois énormément de vous être abonnés sur notre chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez le faire, s'il vous plaît. Ça nous aide énormément. Allez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur les plateformes audio. Donnez-nous des 5 étoiles, 4 étoiles, quelque chose. Là, ça nous aide énormément. C'est un petit geste de votre côté qui, pour nous, va nous aider grandement. Allez visiter notre magasin sur YouTube. Trouvez-vous des choses que vous aimez pour nous appuyer. La semaine prochaine, si tout va bien, on va avoir un épisode monstre. On
On dit juste ça. On dit rien d'autre. Donc, en espérant que ça se concrétise. exact. Parce qu'on ne sait pas si ça va se si les astres s'alignent, puis Salim réussit à faire des miracles, on va avoir un excellent épisode. Donc, allez vous abonner, allumez vos alertes, comme ça vous allez être alertés qu'il y a un nouvel épisode. Et c'est tout. On vous voit la semaine prochaine, tout le monde, avec un tout nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci, bye. Ciao.